Elles sont intelligentes, indépendantes, intéressantes et ambitieuses. Elles aimeraient se mettre en couple, mais trouver l'amour est devenu un véritable parcours du combattant pour ces femmes. Alors finalement, est-ce vrai qu'il est plus difficile pour les femmes à succès, les femmes qui ont réussi, de trouver l'amour? Et si oui, pourquoi? Eh bien, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Vous n'avez pas envie de manquer ça. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bienvenue à vous, bonjour. Vous êtes sur le plateau des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonjour les filles. Hello. Ça va? Très bien. Ça va. Écoute, ça va, c'est la forme. Et toi, Didja? Ça va très bien. Bien, t'es contente d'être sur le plateau? Toujours. Toujours. Alors les filles, aujourd'hui, on parle des femmes et de l'amour, parce que c'est un de nos sujets, enfin on aime ce sujet et notre public aime ce sujet. Mais en particulier des femmes à succès, et quand on entend succès, on veut dire des femmes qui sont carriéristes, qui ont réussi dans leur vie professionnelle, qui s'en sortent bien sur le plan financier donc, et qui, elles, ont du mal du coup à trouver l'amour, à rencontrer la bonne personne. Est-ce que pour vous, déjà, c'est une réalité que c'est plus difficile pour les femmes? Oui, je dirais oui. Que les femmes-là, pardon. Effectivement, c'est une réalité qui est difficile parce que je pense qu'il y a l'éducation qui a beaucoup joué. Parce que nos grands-mères, nos mères, pour certaines, ont été éduquées pour tenir un foyer, avoir des enfants, s'occuper du mari. Tandis que nous, on nous a dit ton premier mari, c'est ton travail. C'est ça. Donc, c'est vraiment deux courants de pensée complètement différents. Et du coup, tu as une partie qui s'est concentrée sur comment tenir la maison, faire à manger, s'occuper des enfants, et une autre partie qui s'est battue pour avoir une meilleure place dans la société. Forcément, quand on arrive à un certain âge et qu'on a passé son temps, le plus clair de son temps à étudier, à prouver que on gravir les échelons, oui. Exactement. C'est plus difficile parce qu'on a du coup plus, j'ai envie de dire, les codes pour rencontrer l'amour, pour trouver l'amour. Et puis peut-être que même si on trouve l'amour, on ne sait pas s'y prendre parce qu'on n'a pas appris. Donc il y a beaucoup de choses qui font que oui, c'est plus difficile. Au-delà du fait que nos parents, surtout nos papas, nous ont appris à être indépendants dès le départ en disant « ton premier mari, c'est ton travail », il y a aussi le fait que l'éducation, comme tu as dit, nous a permis de voir et de voir beaucoup plus clair que ce que nos mamans ont vécu. Le papa, c'est paradoxal, hein, mais le papa nous dit « ton premier mari, c'est ton travail ». Il nous met à l'école, mais en même temps aussi, on voit comment le papa se comporte avec la maman et on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. En plus de ça, il y a le fait que nous, les femmes aussi, on a vécu nos propres expériences personnelles qui ont été plus ou moins, entre guillemets, traumatisantes selon l'une ou selon l'autre. Donc, du coup, tout ça fait qu'effectivement, à un certain moment donné, vu qu'on est indépendant et qu'on n'a pas forcément besoin de l'argent d'un homme, eh bien, aujourd'hui, on se dit, on est exigeante, on demande à ce qu'il y ait un minimum de respect ou qu'il y ait certaines choses qui aujourd'hui, sont difficiles à trouver parce que les femmes à un moment donné, autant les femmes ont évolué avec leur temps, mais autant les hommes, ils sont restés au même stade que leur papa, en fait. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a une évolution de la femme qui est assez spectaculaire, je sais pas moi, ces 30, 40 dernières années. Et on l'a dit d'ailleurs dans une émission. On en a beaucoup parlé sur le plateau des Femmes d'ici, avec cette mentalité qui a changé, ce côté émancipation de la femme, le taux d'alphabétisation, l'éducation, l'ambition, la place dans la société. Et à côté de ça, les hommes... il nous semble, n'ont pas forcément suivi l'évolution. Donc peut-être qu'ils sont un peu à la traîne en termes de mindset, de mentalité, mais aussi, comme tu dis, maintenant, il y a des critères qui sont là. Tu te dis, si jamais je gagne bien ma vie, j'ai une vie confortable, j'ai tout ce qui me donne envie, je peux me le permettre, je ne vais pas faire des concessions sur certaines choses. Donc, par exemple, je vais effectivement chercher quelqu'un qui est à la hauteur, même voire plus, même en termes de revenus financiers. Exactement. Par exemple, il y a un minimum. Et puis aussi, il va y avoir des critères intellectuels et moraux qui vont être là. Et effectivement, le côté un peu, tu n'as pas le choix, il faut que tu te fasses à l'idée, il faut prendre ce qu'il y a. On arrive de moins en moins à accepter ça, en fait. C'est ça, absolument. Et je pense qu'on a raison, d'ailleurs.
Mais c'est clair. C'est clair, on va pas prendre où je m'étais. Bon, les filles, comme d'habitude, on va porter la question sur la place publique. On vous demande aujourd'hui pourquoi, à votre avis, les femmes ont-elles plus de mal, les femmes à succès ont-elles plus de mal à trouver l'amour? On va écouter vos réponses. Bon, pour moi, c'est l'entourage, la société et puis l'éducation. Une femme qui travaille, qui se débrouille et qui est aisée, elle a tendance à dire toujours mon garçon ne peut pas bouffer mon argent parce qu'il a souffert. Or, pourtant, dans ce contexte-là, c'est la complicité, la communication. Il faut pouvoir agencer les trucs et puis évoluer ensemble. Bon, quand une femme réussit, elle a du mal à trouver un mari parce que les femmes ont peur des femmes qui ont de l'argent parce qu'elles sont autoritaires. Ben, nous, les femmes, quand on a de l'argent, on a de la valeur. On se suffit, on s'en fout des hommes. Tu vois ça, un peu ça, c'est un peu ça quoi. Moi, je trouve que c'est à cause de son rang social. Et puis, les gens ont peur d'elle. Peut-être sa manière de se comporter, c'est à cause de ça, peut-être sans doute. Elle dit qu'elle a l'argent, donc elle se suffit. Elle ne peut pas se soumettre à un garçon, donc du coup, elle ne peut pas avoir un homme. On ne peut rien faire. Alors, moi, je fais partie de ces femmes qui pensent que pour avoir un équilibre dans la vie, il faut avoir quand même quelqu'un qui partage sa vie. Ceci dit, je ne partage pas forcément les avis de ce micro-trottoir parce qu'on dit que les femmes qui ont l'argent sont autoritaires. C'est parce qu'on vous demande du respect, en fait, que vous estimez qu'on est autoritaire et que vous reliez ça à l'argent. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. C'est un trait de personnalité. Que j'ai de l'argent ou pas, tu me dois du respect, en fait. Bien et sûr. juste parce que j'ai de l'argent, tu estimes que c'est à cause de mon argent que je me permets certaines choses. Et même si c'était le cas, j'ai le droit de demander du respect, j'ai le droit de demander qu'on me traite... Une certaine Bien, puis affection. surtout, je et ne pense puis- pas que toutes les femmes qui ont du succès sont autoritaires. Il y a ce Ce n'est même type pas de femmes. vrai. sûr. ce n'est pas vrai. Mais en fait, tu as toutes sortes de femmes qui sont peut-être même... qui arrivent même à être des femmes qui sont, je sais pas moi, des chefs Il y a même d'entreprise. des femmes qui Et qui sont travaillent des pas. femmes et qui vont être un peu plus soumises, entre guillemets, ça. dans leur foyer. Donc, c'est pas Il y incompatible. a même des femmes qui ne travaillent pas, qui sont plus exigeantes que des femmes qui travaillent. Faut pas que... Ça veut Et rien puis être dire. autoritaire ne veut Absolument pas rien forcément dire. dire être exigeant, c'est un peu trop... C'est pas le mot. Mais être autoritaire ne veut pas forcément dire crier à tout bout de champ C'est sur ça. son mari Et pas soumise, ou pas autre. soumise. C'est les points de vue des machos. Ça. Ça, c'est le point de vue des machos. Mais tout ce Et il y qu'ils en a refusent beaucoup. d'admettre, c'est juste qu'on leur demande certaines règles que Exactement. avant les... Voilà. Des choses qui pouvaient passer Mais avec est-ce que nos c'est mères. pas typiquement aussi en Afrique, tout ça? Parce que je pense qu'en Europe, les choses sont un petit peu différentes. Non, mais tu sais, en fait, on parlait d'évolution de mentalité tout à l'heure et les hommes ont vu leur père traiter d'une certaine façon leur mère. ça. Et pour eux, c'est inconcevable que nous, on demande un traitement meilleur, en fait. Ce qui est assez incroyable, parce que pourquoi pas. C'est ça, ça doit être En fait, je pense que psychologique. génération après génération, il doit y avoir de l'amélioration Des choses de qui part changent, et d'autre, hein, exactement. même pour les hommes d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est légitime d'avoir des demandes, de vouloir avoir de meilleures conditions de vie que ses parents. Enfin, pour moi, c'est la moindre des choses, quoi. Bon, les filles, on va accueillir notre coach national pour parler de ce sujet très intéressant. Et vous savez de qui je parle. Il s'agit de Jean-François Yoman, coach matrimonial. Bonjour tout le monde. Coach, Comment ça va? ça va et toi? Content de te retrouver. Tu n'étais pas là la semaine dernière. Oui, c'est vrai, c'est vrai, En c'est vrai. vacances. Je me suis reposée un petit peu, tu vois. C'est Ouais, très ça important. va. Merci beaucoup. You know. Écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir comme d'habitude. Le Pourquoi? plaisir Parce qu'on partagé. sait que quel que soit le sujet, surtout si ça a trait donc aux relations humaines, à l'amour, eh bien, tu seras au rendez-vous. Bon, aujourd'hui, on parle de certaines femmes. C'est une catégorie spécifique. Donc, c'est des femmes qui ont réussi. Alors, je sais que réussir, c'est un peu subjectif finalement, mais on va dire sur le plan professionnel, sur le plan de la carrière, sur le plan financier. Et qui, du coup, ont du mal à trouver la personne avec qui partager leur vie. J'ai pas envie de faire une grosse question de générique au début, mais quand même, peut-être pour bien planter le décor, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est plus difficile déjà? Ben, en tout cas, c'est une question qui brûle beaucoup de lèvres. Hein. Si vous regardez comment la femme a évolué à travers le temps, vous comprendrez peut-être beaucoup plus aisément pourquoi aujourd'hui, une femme qui est dite réussie peut faire peur, ou une femme qui est indépendante peut faire peur. Il n'y a pas très longtemps, les femmes déjà avaient le droit de vote, comme si c'était un droit qui ne leur devait pas être accordé. Après, progressivement, elles vont avoir le droit d'avoir le même salaire qu'un homme quand elles bossent au même poste. Enfin, les femmes ont acquis, époque après époque, année après année, leur indépendance. Il me semble qu'aujourd'hui, elles totalisent un certain nombre
d'indépendance qui va faire peur, en fait, finalement, à la gente masculine. Et donc c'est vrai cette histoire de... Mais bien sûr, mais bien sûr, parce qu'il faut avoir un minimum d'honnêteté pour reconnaître que la femme est dotée d'une force particulière. Je l'ai expliqué souvent sur ce plateau, que la femme part déjà privilégiée de par le système, en fait, de fonctionnement de son cerveau. La femme est purement, mais on va dire sensitive. Elle a une intuition extraordinaire. Et de toutes les formes d'intelligence qui existent, l'intelligence intuitive est la meilleure d'entre toutes. Du coup, la femme a la capacité d'aller beaucoup plus vite qu'un homme. C'est pour ça que d'ailleurs, vous percevez des choses que nous percevons bien plus tard, en fait. Donc, si on tient compte justement de tous ces facteurs-là, on va réaliser aussi que, d'une certaine façon aussi, l'environnement sociologique dans lequel on a baigné très souvent était fait de deux réalités. La première, c'est comment on a pensé la femme, comme étant l'aide ménagère à la vérité. Okay? On cache ça derrière le fait qu'elle est la mère, elle doit s'occuper des enfants, etc. Le pilier du foyer. Qu'est-ce qui empêche un homme de prendre soin d'un enfant? Qu'est-ce qui empêche un homme de faire à manger? Je ne sais pas s'il y a un quatrième bras ou un cinquième bras que la femme a, que l'homme n'a pas. Ce sont des constructions qui étaient tout simplement de l'ordre de la sociologie de l'époque. Okay? Il fallait justement avoir cette ascendance de l'homme sur la femme. Mais creusons un peu plus loin pour voir que dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes n'étaient pas tout à fait des faibles. Non. Parce que si on dit, je vais dire de façon religieuse comme ça, la femme est l'aide de l'homme, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas venir aider une personne si on est faible? Oui. On est d'accord? Quelqu'un de faible a besoin d'aide. Mais si c'est l'homme qui a besoin d'une aide, allons comprendre quelque chose. Je vais me faire brûler par les hommes juste après cette émission. Donc, si on regarde tout ce contexte-là, on va réaliser que pendant longtemps, les hommes ont été habitués à un type de femme, à un fonctionnement de la femme qui, à la vérité, entre dans la vie d'un homme pour avoir de l'accomplissement. C'est-à-dire que certaines femmes pouvaient échouer dans la vie, se marier, c'était comme compenser cet échec. Oui. C'était la réussite. Vous comprenez? Le mariage était perçu comme une réussite. D'ailleurs, si une femme ne se mariait pas, c'était comme si elle avait échoué quelque part. Mettre ça au passé. Si une femme ne jusqu'à présent, malheureusement. Aujourd'hui, ça fait toujours débat. J'ai voulu laisser ça comme ça et puis vous donner le privilège de me dire que c'est encore d'actualité. Malheureusement, c'est encore d'actualité. Vous voyez, donc ce sont des pesanteurs qui sont là, c'est des mentalités, c'est des façons de voir. Et puis, n'oubliez pas aussi que l'argent, c'est le pouvoir. Ne nous cachons pas cette réalité. Si j'ai de l'argent, je peux décider ce dont j'ai envie. Je ne suis pas obligé d'attendre, ça nous ramène un peu à l'émission précédente, que quelqu'un me fasse sortir, que quelqu'un m'apporte ceci ou cela. Donc, en réalité, l'homme qui était celui qui rapportait l'argent à la maison avait aussi ce pouvoir-là de décider ce que sa femme ou ce que la femme doit faire ou pas. Donc, c'est une sorte de pouvoir de manipulation. Donc, si la femme n'a pas les ressources liées à une activité qui génère du revenu, et je l'ai expliqué très souvent que certains hommes, à une certaine époque, refusaient même que leurs épouses travaillent sous le faux prétexte qu'elles vont se retrouver secrétaires dans une entreprise, elle peut être l'objet de drague, etc. Ils n'en veulent pas. Mais la vérité, c'est que quand la femme travaille, le travail ennoblit, on le sait tous. Donc, ça n'ennoblit pas que l'homme, ça ennoblit aussi la femme. Et ça lui confère un pouvoir de confiance en elle-même parce qu'elle apporte quelque chose à la société, elle se rend compte de sa plus-value. Elle réalise qu'elle a de la valeur ajoutée en dehors de son univers familial et que son seul accomplissement n'est pas d'avoir eu un mari et des enfants, mais qu'elle peut s'accomplir aussi dans la société. Elle peut avoir droit à la parole, droit au chapitre. Et quand ça commence à aller dans ce sens-là, eh bien, elle n'est pas obligée de suivre forcément, je vais dire, la voie qu'on lui trace parce qu'elle a une façon aussi de penser. Elle sait penser par elle-même. Elle ne pense pas en ayant peur qu'elle perde une place ou elle perde un privilège ou qu'elle perde un certain nombre de choses. Donc, toutes ces choses-là mises ensemble font que ce qu'on appelle des sapiophobes, hein, c'est-à-dire que des personnes qui ont peur de l'intelligence ou qui ont une peur bleue des personnes intelligentes vont regarder la femme comme étant, la femme accomplie en tout cas, comme étant une femme qui manque de respect, qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas accepter l'autorité d'un homme, alors qu'en réalité, c'est une femme qui sait tellement ce qu'elle veut
qu'elle a le droit ou le pouvoir d'effectuer du tri. Et c'est ce tri-là qui est perçu, à mon sens, en tant que coach, par rapport au suivi, aux accompagnements que je fais. C'est cette capacité que la femme épanouie ou la femme, en tout cas, accomplie a de dire « je choisis ceci, je ne choisis pas ça, je ne vais pas dans ce sens, je préfère aller dans cet autre sens-là ». C'est ça qui est perçu, en fait, comme quelque chose qui est effrayant parce que, finalement, on ne peut plus la mettre dans une boîte, en fait. Mais le truc aussi, pardon, Lydia, c'est que, comme on a dit, la femme a évolué avec son époque. On le disait tout à l'heure, même en introduction, la femme a évolué avec son époque. Enfin, avec, on va dire, au fur et à mesure des années. Mais en réalité, les hommes n'ont pas suivi cette évolution. L'homme est toujours resté dans ce... Que ce soit le jeune d'aujourd'hui ou le jeune d'il y a 10 ans, il n'a pas réussi, il a reçu cette éducation, en fait, de c'est moi l'homme, c'est la femme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit tout faire et la femme doit se taire. Pourquoi est-ce qu'il y a encore cette lacune au niveau de l'éducation du garçon qui doit justement, lui aussi, s'adapter avec son environnement? Moi, je te prendre tout de suite quelques expressions que tu as données et te dire même que les femmes n'ont pas évolué, elles ont arraché leur évolution. C'est parce que c'est des luttes. Quand vous faites la journée internationale de la femme, qui, en fait, moi, je suis très désolé d'entendre ça et de voir certaines femmes qui réclament des pagnes, des uniformes, bref. Merci. Mais en réalité, c'est un moment où on se pose, on s'interroge sur tous les droits acquis, sur tout ce que la femme a pu aujourd'hui avoir en sa possession comme arsenal d'autonomie pour vraiment avoir son mot à dire dans la société. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un revers. C'est un peu comme un couteau à double tranchant, cette question de la femme indépendante. Parce qu'au final, elle est toujours la mère qui ne prend pas souvent le pouls de ce qui se passe à l'intérieur de sa maison quand elle a des enfants. Vous prenez un petit garçon et une petite fille dans une même maison, à différence d'âge d'1 ou 2 ans. Le garçon, il a peut-être 7 ans, la petite fille, elle a 5 ans. Vous allez voir que tout de suite, vous-même, en tant que maman, quand vous avez besoin de quelqu'un pour vous donner un coup de main dans la cuisine, vous n'appelez jamais le petit Georges. Bon, moi, je ne vais pas faire ça. Personnellement, je le dis si haut et fort. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mélanger tout. Voilà, c'est un réflexe, en fait. Mais c'est un réflexe qui, en réalité, va traduire ce que la société attend de la femme. Donc, on doit élever notre petit garçon avec l'idée qu'il peut être sur son jeu électronique, sa console, etc. Et la petite fille, elle a besoin de ranger la chambre derrière. Elle a besoin de desservir quand on a fini de manger. Il faut qu'elle apprenne à faire ça. Il faut qu'elle apprenne à être propre. Il faut qu'elle apprenne à faire ci, à faire ça. Et le petit garçon, il peut laisser traîner parfois certains objets. C'est quand il en fait un peu trop ou quand on est un peu excédé, qu'on lui dit « écoute, va ranger ta chambre ». Et il prend ça comme, en fait, une punition. Alors que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est quelque chose qu'il devait apprendre à faire. Et certaines femmes, quand elles gagnent en indépendance, malheureusement, je tape, à la fois je souffre. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a ce système aussi de cette aide ménagère. J'en parle, mais il y a une dimension psychologique que je vais vous aider à comprendre. Cette aide ménagère qui vient en fait pour seconder la femme, et c'est normal, hein. Elle a une activité professionnelle, elle est beaucoup prise, etc. Mais en fait, des fois, chez certaines femmes, ça devient de la suppléance. Et donc, on perd véritablement sa position, sa posture de femme avec tout ce qui va avec aussi l'orientation, la direction qu'on devrait donner à sa maison, qu'on va déléguer en fait à un personnel qui va se charger de faire l'éducation de nos enfants ou qui va se charger de faire l'éducation de nos filles ou qui va se charger même parfois de prendre soin de nos hommes. Et je dis nos hommes parce que je parle en me mettant dans la peau d'une femme. Et à ce moment-là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que sa position fait que, à la limite, elle assure. Elle va dire à son homme, je paye quelqu'un pour faire en sorte que la maison continue de tourner même si je ne suis pas présente. Mais toutes ces petites choses-là font que finalement, la femme perd quelque part la noblesse, la beauté de son autonomie. Ça devient finalement comme une sorte de petite faiblesse. Oui, mais alors, ça, c'est dans le cadre du mariage. Oui, en fait, j'en viens. Qu'est-ce qui fait que ça? C'est qu'au bout d'un moment, la femme qui est autonome ou qui est épanouie, qui est libre et qui n'a pas d'homme, quand on voit sa vie organisée, quand on voit la façon dont elle tient sa maison, enfin, quand je dis elle tient sa maison, parce qu'elle vit chez elle, en général, elle a acheté sa maison, oui. elle a sa voiture. Il y a une caricature de la réussite sociale dans laquelle, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas la place d'un homme dedans. Il n'y avait pas de place pour qu'un homme vienne et qui dise « Je suis
On m'a dit une fois, oui. tu devrais prendre les Warren, tu auras beaucoup de chances de rencontrer quelqu'un au lieu de prendre un taxi où tu es. Vous voyez, c'est une construction. Comme si, en fait, il fallait un homme pour permettre à la femme d'être sur ce piédestal-là. Je comprends pas quelque chose. Moi, je comprends ce que tu dis, en fait. Enfin, je comprends en fait, un brin de limite de dire que cette évolution, le côté inévitable ou le revers de la médaille, c'est finalement le fait qu'un homme ne sache pas où se placer dans cet écosystème. Donc, oui, mais dans ce cas, on fait quoi, alors? Parce que... Oui, mais dans et c'est ça qui devient intéressant, justement. En plus de ça, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que de toutes les façons, même aujourd'hui, une femme au foyer, elle a quand même aussi besoin d'un soutien quelque part. Je suis d'accord. Elle a forcément une nounou qui s'occupe de ses enfants. Donc, quel est le rapport aujourd'hui entre le fait qu'un homme puisse la fuir parce qu'elle a cette organisation-là et le fait qu'un homme la fuit, en réalité? Mais parce qu'en fait, Aurélie, à un moment donné, certaines femmes, je ne dis pas toutes, mais elles ont atteint un niveau d'autonomie, surtout financière, qui fait qu'elles se disent « je ne suis pas obligée de faire certaines choses ». Alors que peut-être que... Ou j'ai pas le temps. Mais à la vérité... Je suis pas obligée, j'ai pas envie. C'est pas parce qu'elle peut pas faire la cuisine que ça veut dire que c'est une mauvaise femme. Exactement. Non, pas du tout. Pas du tout, mais à la vérité, c'est qu'elle va suppléer son rôle. Elle va estimer que par rapport à sa posture ou par rapport à sa position, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. C'est là où je dis... Là, t'emploies le terme de rôle. C'est un peu aussi cette notion qu'on avait de rôle traditionnel où la femme est la personne qui gère le foyer et l'homme... Je comprends parce que, Anan, à la fin de la journée, si tu es une épouse et une mère, tu dois... Il y a des choses. Il y a des choses que tu devrais pouvoir faire. Mais donc, ça veut dire que peut-être un week-end, tu peux rentrer dans la cuisine, faire à manger pour ta famille. Mais bien sûr, mais de ce que le coach dit, c'est que tu as tellement... tu te dis tellement que j'ai beaucoup d'argent, je me suffis en tant que personne, donc je n'ai pas même le week-end à rentrer en cuisine. Il y a quelqu'un qui est payé pour ça. Je parle en fait, si vous voulez, ici des dérives que cela peut entraîner. Je ne dis pas dans l'absolu que la femme qui est en position d'autonomie ou qui est en position d'accomplissement va automatiquement agir ainsi. Je parle des conceptions dans l'esprit de certains hommes. Qu'est-ce qui les effraie? Donc, j'explique ce qui les effraie. Ce qui les effraie, c'est qu'ils se retrouvent dans un contexte où il n'est plus de mots à dire parce que finalement, qu'est-ce que tu vas faire pour l'empêcher, d'une certaine façon, de faire ce qu'elle a envie de faire ou de ne pas faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Vous voyez qu'il y a cette perte, en fait, de contrôle que l'homme peut avoir sur une femme, par exemple, qui n'aurait pas les mêmes moyens ou qui n'aurait pas les mêmes ressources. Ça allait être un peu plus délicat de lui dire, écoute, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire à manger. Si cette femme vit, entre guillemets, aux dépens de cet homme, vous voyez que c'est plus difficile pour elle de dire, aujourd'hui, écoute, commander à manger parce que moi, je ne pourrais pas faire la cuisine. La première question qu'on va te poser, c'est, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Il y a des réponses comme ça qui choquent parfois la femme et qui te rappellent en fait que ta condition ne te permet pas d'avoir parfois un brin de repos. Et un droit de réponse. Et un droit de réponse. Alors que si cette femme, elle a un minimum, si elle est accomplie, si elle a la capacité de se prendre en charge, il y a des choses que cet homme ne peut pas lui dire. Vous voyez, ça freine. C'est pas qu'il ne les pense pas, mais il n'ose pas les exprimer parce qu'il sait la conséquence. À la vérité, c'est pas une femme qui est dans la dépendance, elle n'est pas dans le besoin à tel point qu'on puisse lui dire tout et n'importe quoi et qu'elle accepte parce que sa condition ne lui permet pas, en fait, de s'exprimer ou de s'extérioriser. Je suis convaincu que certaines femmes vivent certaines choses qui sont invivables, qui sont inacceptables. Elles ont envie de crier leur ras-le-bol, mais leur situation sociale ou leur situation économique, parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui, plusieurs femmes restent dans des relations toxiques, restent dans des relations difficiles, restent dans des relations qu'elles ne méritent pas, il faut le dire, pas parce qu'elles ne savent pas qu'elles ne le méritent pas, mais parce que si elles partent de là, elles vous posent la question de savoir qu'est-ce que je deviens, je fais quoi, je vais où, comme si elles n'avaient pas de famille. Mais après, pour revenir un peu à la femme célibataire, aujourd'hui aussi la question que beaucoup de femmes qui justement est considérée comme une femme comme des femmes qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont une bonne carrière, une indépendance financière, voire de très bons revenus, c'est est-ce que je peux tout avoir? C'est-à-dire est-ce que je peux à la fois avoir le mari et puis aussi avoir une vie familiale et aussi continuer à évoluer dans ma carrière parce que j'aime ce que je fais et puis parce qu'effectivement ça m'apporte ce dont tu as parlé tout à l'heure, cette notion de confiance en soi, cette plus-value, cette contribution à la société. Et en fait, finalement, ce qu'on dit là, c'est que c'est pas compatible. Pas que c'est pas compatible. Parce qu'après, il y a 24 heures dans une journée. Hein. Elle est un peu piégée.
elle est un peu piégée par sa posture, sa position. J'ai aimé le développement de Kadi tout à l'heure. C'est-à-dire que on va avoir en fait 5 modèles, hein, et on va développer ces modèles-là tout de suite et maintenant. 5 modèles en fait de femmes puissantes, hein, de girl power, hein, quelque chose comme ça. Mais en fait, le premier modèle, c'est lequel? C'est la femme qui vraiment a été dans un contexte où les études étaient une priorité. Ouais. Donc, du fait que les études étaient une priorité, elle avait un focus, elle avait un objectif à atteindre. C'était pas forcément parce qu'elle sort d'un milieu ou d'une famille aisée, mais parce qu'elle sait que sa famille n'est pas aisée et qu'elle doit pouvoir se battre parce qu'elle a entendu, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, son père lui rabâchait à longueur de journée, ton premier mari, c'est ton travail, etc. Donc, elle a été focus sur cette recherche de stabilité qui passe forcément par la réussite scolaire, universitaire, sociale, professionnelle, etc. Donc, elle est passée à côté aussi de sa jeunesse. Elle est passée à côté de son adolescence, partie de la vie qui joue aussi un rôle dans la construction de tout individu. Donc, du coup, elle est allée straight comme ça dans ses études, etc. Aujourd'hui, cette femme, elle est accomplie, elle a tout ce qu'il faut, sauf que elle a été tellement focus sur ses objectifs de vie, etc., qu'elle a passé son temps à dire non, 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 et elle ne sait que dire ça. Donc, au fond, il y a le besoin d'avoir un homme, sauf que maintenant, je ne sais plus comment m'y prendre parce que j'ai tellement refusé, j'ai tellement été focus que maintenant, je ne sais plus vraiment comment m'organiser. Donc, il y a ce premier type de femme qui, à la vérité, c'est un cliché. Hein. C'est pas qu'elle est méchante ou qu'elle est suffisante ou qu'elle n'a besoin de personne, sauf qu'elle a été un tout petit peu piégée par le trop grand focusing qu'elle a eu sur sa vie de femme construite comme ça. Le deuxième... Alors, je sais qu'il y a 4 autres modèles, mais on me dit qu'on doit aller en coupure pub. Okay, je te propose de poursuivre cette précision dans quelques instants, juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Femmes à succès recherchent l'amour, c'est le thème d'aujourd'hui. Sur notre émission, on en parle avec notre coach national Jean-François Yoman, donc de la difficulté de certaines femmes qui ont réussi dans la vie, notamment sur le plan professionnel, à trouver l'amour. Alors juste avant de partir en publicité, vous nous parliez donc de ces 5 modèles de femmes, 5 archétypes finalement de femmes qui justement sont en mal et en Exactement. difficulté. Donc on a parlé du premier modèle, focus, trop de focus par rapport à la vie professionnelle, par rapport à la réussite. Dans ce modèle-là, on mettra aussi les femmes, en guillemets, battantes, qui ont un objectif aussi de construction professionnelle, sociale, d'entrepreneuriat. Donc, on est toujours dans cette idée du focus qui fait que, finalement, on n'a pas le temps pour autre chose. Oui. Et donc, vous voyez, ce autre chose-là, ça peut être aussi une relation amoureuse. Ça peut être tous les tralala de la vie amoureuse pour lesquels elle ne veut pas s'accommoder. Un investissement aussi, oui. Le modèle numéro 2, c'est ce modèle-là aussi de la femme qui, au bout d'un certain moment, a tellement connu de travers dans les relations amoureuses, comme Aurélie aime bien dit, là, tellement de gourmands que maintenant, en fait, elle veut passer à autre chose. Elle veut se consacrer à sa carrière, à sa vie, à son travail. Ça ressemble au premier modèle, sauf que celle-là, le travail devient un refuge. La vie, la construction sociale devient un refuge. À ce modèle-là est rattaché aussi toutes celles qui ont déjà vécu dans un couple et qui ont tellement été blessées par des paroles du style « tu n'es rien, sans moi », etc. et qui ont cherché à se construire aussi, à tellement se construire que finalement, elles n'ont plus donné de place à un homme dans leur vie ou de place à l'amour dans leur vie et il s'avère qu'elle en a besoin. Et ça devient un peu difficile parce qu'elle est elle aussi dans ce focus-là. Numéro 3. Le numéro 3 ici, c'est vraiment, on va dire cette femme célibataire, mais qui a des enfants. Attention, ça veut dire qu'elle est en train de développer une sorte de famille monoparentale où elle va se concentrer désormais sur la vie de ses enfants, leur réussite et sa propre vie. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que son boulot, il y a aussi ses enfants. Cette femme-là aussi fait un tout petit peu peur parce qu'elle a presque tout. Elle a des enfants. C'est un accomplissement. Oui. Elle a déjà vécu une vie de couple, donc ce n'est pas un challenge. Elle a son boulot, donc désormais, ses enfants et son boulot deviennent vraiment les choses sur lesquelles elle est focalisée. Ça peut faire peur à certains hommes de venir dans la vie d'une telle femme parce que, à la vérité, ils ne voient pas vraiment quoi lui proposer. Mais j'en viendrai tout à l'heure pour parler de cette peur qui n'a pas lieu d'être, hein, parce qu'à la vérité, si on veut une personne,
on l'a. Et puis, J'ai bien aimé ça. quatrième modèle de femme, eh bien, c'est sa femme caractérielle. En fait, ça c'est lié à son caractère, c'est lié à sa manière d'être sale, c'est lié aussi, j'ai failli dire, à son trop grand charisme. Il y a des femmes comme ça, super charismatiques, super imposantes. De l'extérieur, elles ressemblent vraiment à des femmes qu'on ne peut pas approcher. Il y a un film comme ça, Henry Kashkovich ou quelque chose comme ça, dans lequel il y avait ce modèle de femme qui était présenté. Puis d'ailleurs, l'histoire récente de la politique internationale a présenté une femme comme Margaret Thatcher. Ouais. La dame de fer. Pour la petite histoire, en fait, le gant qu'elle portait était le gant que son mari lui avait offert, par exemple. Et ce gant-là lui permettait de se rappeler tout simplement qu'il fallait un peu de douceur dans la diplomatie. Il paraît qu'elle en avait beaucoup dans son Exactement. Dans sa vie de couple, Et son mari insistait là-dessus parce qu'il savait, lui, quel était le modèle de femme qu'elle était. Elle était tellement douce, tellement bonne, qu'elle avait peur qu'on le sache. Et c'est pour ça qu'il faisait qu'elle était aussi intimidante, en fait. Donc, il y a, oui, cette cinquième catégorie de femmes, des femmes elles se connaissent, en fait. Elles savent que quand elles entrent en amour, elles réfléchissent plus. C'est que des neurones, c'est que des fleurs, c'est que des pétales de rose. Et comme elles savent qu'elles n'ont plus de discernement quand elles se retrouvent en situation amoureuse, elles sont obligées donc d'être hyper difficile et faire cette difficile-là, en réalité, elles ont... Voilà, c'est une apparence, hein, c'est une sorte de carapace pour ne pas se laisser encore avoir. Donc, elles développent cette manière de faire un peu... snob et tout ça, mais parce qu'elle veut vraiment savoir si la personne en face est quelqu'un de bien. Donc, à la recherche de quelqu'un de trop bien, certaines femmes finissent par développer, en fait, cette grande distance à l'égard des hommes et à ne pas accepter d'invitations, à ne pas accepter de cadeaux, à ne pas accepter. Donc, finalement, elles ne sont plus, en fait, le genre de femmes qu'on peut avoir avec un cadeau, parce qu'elle peut s'offrir ce qu'elle a envie de s'offrir. Vous voyez? Peut-être parce qu'elle ne veut pas mettre l'argent en avant aussi. Oui, parce qu'elle ne veut pas mettre l'argent en avant, mais en général, et je reviens sur ce point important, certains hommes n'ont que ça à proposer. Ouais. C'est un peu comme si... C'est un peu le problème. Voilà. Et ce qui fait peur à certains hommes, il faut qu'on se le dise en face, c'est d'avoir une femme à qui on ne peut pas proposer des choses classiques. Quand tu ne peux pas lui proposer de l'argent, quand tu ne peux pas lui proposer une vie de rêve, qu'est-ce que tu lui proposes? Absolument d'accord. Et c'est là le problème, enfin, je pense qu'on en a déjà parlé sur cette émission, c'est que la première approche finalement d'un homme, pour certaines femmes, et peut-être de moins en moins, c'était justement voilà, ce qu'il va leur montrer, ce qu'il va leur proposer en termes de changement de leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, elles veulent autre chose, elles veulent un sens de la conversation. Épate-moi, dis-moi quelque chose d'autre, ne donne pas des phrases un peu clichés. Je veux que tu m'épates. Donc, quand on a des femmes, effectivement, qui ont d'autres propositions, comme j'ai dit, d'autres propositions amoureuses, on ne parle pas de propositions politiques, mais vous voyez, l'offre aujourd'hui, au niveau de la relation amoureuse, a changé complètement. Aujourd'hui, et je pense que Hollywood, les films, la fiction a joué un rôle inquiétant en fait dans cette perception de la femme qui est toujours dans une position où c'est l'homme qui va la sortir du quartier précaire et va la ramener dans la Senzala. C'est l'homme qui vient comme le héros, qui va la sauver d'une situation. C'est toujours un homme qui change en fait la condition, la vie, l'atmosphère d'une femme. Et donc, quand on a longtemps été baigné dans des réalités comme ça, tous les hommes viennent et pensent qu'ils peuvent changer la vie d'une femme. Mais en général, quand ils viennent, le rêve qu'ils vendent est déjà la réalité de cette femme-là. Exactement, oui. Et quand c'est déjà sa réalité. Le rêve qu'ils vendent est déjà la réalité de cette femme. Bien sûr. Du coup, parce qu'en réalité, pardon, je te coupe, mais c'est vrai qu'en réalité, une femme qui a réussi aujourd'hui, elle veut autre chose que... c'est sûr, elle veut forcément que l'homme vienne lui offrir des cadeaux, etc. Mais il y a plus que ça. Il y a de l'affection, il y a de l'attention. Oui. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas donner. Ouais. On est d'accord. Et je suis tellement d'accord avec toi. Ce que cette femme recherche maintenant, c'est du contenu. C'est du contenu, c'est de la substance. C'est un peu comme une émission. Vous suivez une émission, les 2-3 premières minutes, s'il n'y a pas quelque chose qui accroche, vous passez à autre chose. C'est la même chose, en fait. Aujourd'hui, des femmes qui en ont vraiment dans la tête, qui ont la tête bien pleine, elles ont besoin d'hommes pour réfléchir. Et comme j'ai dit, une femme qui a, j'ai failli dire, une telle dimension a besoin d'un homme de vision. Alors, si vous voulez passer le temps à regarder la télévision avec une telle femme, elle finira par voir dans la télévision l'homme de sa vision.
Est-ce que j'ai parlé à C'est quelqu'un? vrai, c'est vrai. Donc, du coup, voilà. Oui, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un là? Voilà, c'est très important que vous compreniez qu'aujourd'hui, ce que la femme veut, c'est un homme qui l'aide à atteindre un autre niveau, une autre dimension. Et cette dimension, en général, ce n'est plus seulement la famille, construction, un mari, une femme, des enfants, une maison, mais c'est des projets aussi de vie. C'est de réinventer le quotidien. C'est de faire en sorte que cette femme, malgré tout ce qu'elle a, elle puisse être capable de vivre autre chose. Parfois, des choses très simples. Hein, des fois, des choses très simples comme la présence. Des fois, tout ce qu'elle demande, c'est quelqu'un de présent. Alors que des fois, on veut donner toutes sortes de cadeaux, sauf le meilleur cadeau qui est notre présence. Vous voyez? Donc, en face d'une telle femme, Aurélie, elle vous dira tout ce que vous m'offrez, c'est bien, mais à contrario de ce que tu dis, est-ce que quelque part aussi la femme, c'est vrai que toutes les femmes qui sont indépendantes, elles ont certains critères. Et souvent, je pose la question, et ça a été avec une amie, hein, justement, qui a vécu qui vit. Et je dis, mais est-ce que quelque part aussi, certaines femmes ne sont pas un peu trop hautes en critères? Est-ce qu'en réalité, il ne faut pas se réadapter un petit peu à la mentalité? Si tu baisses tes standards, ce n'est pas une question de baisser les standards. Tu fais l'avocat du diable, en là, réalité, je fais l'avocat du diable. Okay. Est-ce qu'en réalité aussi, parce que c'est ce qui revient souvent, de certains hommes qui disent, bah, écoute, elle a des critères un peu trop hauts, moi je ne peux pas lui apporter ça, ou bien elle est trop exigeante, etc. Et souvent, il y a des hommes qui ne sont pas forcément méchants ou mauvais en soi, mais qui fuient justement de ces situations parce qu'ils estiment que certaines femmes ont trop de standards et que finalement, on ne peut pas les satisfaire. Et donc, ça les fait fuir dès le départ. Donc, est-ce que certaines femmes, on ne devrait pas justement, pas forcément baisser ses standards, mais être moins dur avec les hommes qui les approchent? Dans l'Afrique traditionnelle, il y avait deux types de chasseurs. Il y avait ceux qui chassaient les rats et ceux qui chassaient les lions, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui chassaient les rats et ceux qui chassaient les lions. Ceux qui chassaient les rats se contentaient de petits pièges, etc., autour de la maison, etc. Qui chasse les rats? Les hommes? C'est qui les rats? C'est qui les lions? L'analogie, c'est que il y a dans cette vie-là, peu importe le type de personne que vous êtes, peu importe le standard que vous prenez, peu importe le standing même que vous recherchez, il y aura toujours une personne qui correspond à ce standing-là. Ne descendez pour rien, ne baissez en rien vos objectifs. Par contre, parce qu'il faut qu'on soit équilibré dans nos propos. Ce que je dis en revanche par rapport à cela, c'est qu'il faut à un moment donné que la femme puisse comprendre qu'il y a ce qu'on veut dans la vie et puis il y a ce qui se présente à nous sous une forme parfois masquée, qu'on peut ensemble dealer, OK, et qui peut donner finalement le résultat qu'on veut. Mais ce n'est pas pour autant que quand un homme vient dans ma vie et que je suis accompli, cet homme-là, il se couche les mains sur la nuque et il estime avoir trouvé la femme qui va accomplir sa vie. Le plus important, et je pense que c'est ça le concept même de la soumission tel que je le vois et tel que je le développe, c'est que la soumission ne veut rien dire d'autre que être sous la mission d'une personne. Donc, si je rentre dans la vie d'un homme, il faut bien, peu importe qu'il ait des moyens ou pas, de toutes les façons, un missionnaire, il a toujours une feuille de route. Et c'est ça que les hommes aujourd'hui devraient savoir. Où je vais avec cette femme? Quelle est ma vision de la vie? Vous voyez beaucoup d'hommes célibataires aujourd'hui qui traînent dans les rues là. Est-ce que vous savez qui seront les prochains maris d'une femme? Le mec qui passe son temps, qui se réveille dans les caniveaux et qui multiplie les je sais pas moi, les bars. Est-ce que vous savez que ce sera le futur mari de quelqu'un? Bien sûr. Donc ça veut dire que le mec, il attend d'être marié avant de faire de sa vie quelque chose. Non, si vous arrivez comme ça devant une femme qui est accomplie, ça ne marchera pas, à moins que dans sa proposition amoureuse ou dans son projet de vie, elle ait besoin peut-être de quelqu'un avec qui vivre des choses qu'elle n'a pas vécues. À ce moment-là, ça correspond. Mais ne tentez pas de croire que elle se soumettra juste parce que vous êtes un homme. Mais un homme, c'est quelqu'un aussi qui, je pense, a le sens très, très affiné de ce qu'il veut pour sa famille. Même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais il sait exactement où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Il est capable même de dire à cette femme, écoute, on va dans ce sens. Et une femme qui sait effectivement qu'elle a trouvé le bon homme, vous voyez ce que je veux dire, hein? Le bon mec dans sa vie suivra. C'est-à-dire que c'est extraordinaire ce que ça peut faire, mais quand une femme aime vraiment un homme, elle se sent respectée par cet homme. Donc ça, c'est un des premiers critères. Peu importe le niveau où elle est, si elle se sent respectée, non pas par rapport à ce qu'elle a, mais par rapport à ce qu'elle est, vous verrez que ça va être déjà quelque chose de fondamental. Parce que oui, c'est pas parce qu'une femme a beaucoup d'argent ou peu d'argent qu'elle n'est pas respectable. La femme, elle est respectable, point.
parce que c'est une femme, parce que c'est une personne humaine. Deuxième élément très important, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas intéressé. Parce que vous savez, les hommes, quand ils sont avec des femmes, ils disent « non, elle est intéressée ». Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes intéressés que de femmes. Plus d'hommes calculateurs. Le mec, il a étudié minutieusement cette femme, il sait exactement quels sont ses besoins, il a tout calculé. Donc, vous le rencontrez sur votre chemin, vous pensez que c'est du hasard, c'est un hasard programmé, calculé et planifié. Donc, à ce moment-là, la femme, elle n'est pas tout à fait idiote. Et c'est ça qui fait peur aussi. Parce qu'une femme qui a du parcours, une femme qui a fait des études, une femme qui a été indépendante, je vais dire, dans son cursus, qui a appris à se prendre en charge toute seule, qui a appris à s'organiser, elle a de la jugeote. Ouais. Et monsieur, excusez-moi, mais elle ne vous croira pas sur parole. Non, elle vous croira. Elle vous voit arriver très loin. Sauf celles qui ont des dépendances affectives. Par exemple. Oui, ça peut arriver, ouais, c'est vrai. Mais sinon, cette femme-là, elle sera dans l'exigence parce que, à la vérité, elle ne cherche pas seulement un homme dans sa vie, mais elle regarde aussi qui sera le futur père de ses enfants. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là d'avoir quelqu'un quand même qui pourra être à la hauteur de la femme qu'elle est censée être. Parce qu'à la vérité, on dit en général que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais attention, qu'est-ce que nous pensons des femmes que nous avons derrière nous? Est-ce que c'est des femmes, finalement, sur lesquelles on peut marcher comme un paillasson ou des femmes qu'on peut exalter beaucoup plus haut dans notre vie? Donc, les hommes, parfois, ils disent une chose et puis ils pensent le contraire, ou ils pensent une chose et ils présentent le contraire. Si tu dis que derrière toi, il se trouve une femme qui est grande, mais pourquoi tu as peur alors d'approcher cette femme qui est déjà grande? Eh bien, parce que simplement, dans la tête de plusieurs hommes, c'est eux qui déterminent le niveau de grandeur de la femme. Et attention, elle peut être déjà grande et le fait que vous entriez dans sa vie ne veut pas dire pour autant que vous devez la rabaisser. Parce que certains hommes se disent, écoute, telle qu'elle est, il faut que je la casse. Donc vous allez voir que constamment, cette femme-là va prendre du recul parce que c'est comme si constamment, chaque fois qu'elle dit quelque chose, il faut absolument qu'ils disent non, c'est pas vrai. Voilà, il faut qu'ils disent le contraire pour prouver en fait qu'elle n'est rien. Parce qu'elle se retrouve dans un environnement où elle est par exemple manager, elle manage beaucoup de personnes, c'est parfois oui, amen à tout ce qu'elle dit dans son environnement professionnel. Quand elle entre, il faut que ce monsieur-là, il faut qu'il ait le chic de dire c'est lui l'homme de sa vie. Il faut qu'il puisse la casser. Parfois, il se retrouve dans son environnement professionnel et il se permet de parler d'une certaine façon. Il faut qu'elle tremble quand il est présent. C'est pas nécessaire, en fait. Un déséquilibre complet. C'est pas Alors, nécessaire. il ne reste plus beaucoup de temps, mais juste pour justement avoir des propos équilibrés, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour ces femmes qui ont besoin de conseils concrets, parce qu'à la fin de la journée, elles ont tout ce qu'il leur faut au niveau professionnel et social et financier, mais il leur manque l'amour et ça commence à devenir dur et pesant. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur elles dans une certaine mesure ou pas du tout? C'est clair, c'est de faire la part des choses. C'est de comprendre que votre vie professionnelle, c'est votre vie professionnelle, votre carrière, c'est votre carrière, mais votre vie de femme, c'est votre vie de femme. Et dans cette vie de femme-là, il y a une certaine façon d'être, de se tenir. Et il y a une certaine douceur que vous devez avoir, douceur qui n'a rien à voir avec mollesse, voyez, pour être douce sans être molle, ok, et donner son point de vue avec respect. C'est différent de dire n'importe quoi à un homme et croire que, voilà, on dit ce qu'on croit. Vous voyez, il y a certaines choses qu'il va falloir modifier. Voilà, certaines choses qu'il va falloir modifier. Comportez-vous vraiment comme des femmes d'ici. Voilà. Ça, c'est très important. Troisième chose fondamentale que la femme doit chercher à regarder, c'est que très souvent, on confond être sélective et être une femme qui trie. Les deux mots se ressemblent, mais je vous explique en 2 secondes. La femme qui est sélective, en fait, elle sait reconnaître dans un homme de l'ambition. La femme qui fait du tri, elle a tendance parfois à vouloir un homme qui est déjà un peu, qui est un peu au même niveau qu'elle. Mais le niveau matériel, attention, faites très attention à lui, parce que bien souvent, vous pouvez avoir un homme qui est très accompli matériellement, qui a une surface financière très belle, mais qui dans le fond est invivable. Donc, sachez discerner l'ambition de l'homme qui s'approche de vous et sachez que peu importe les moyens dont vous disposez, c'est tellement plus exaltant, tellement plus beau quand une femme sait reconnaître la place de son homme dans sa vie. Quand une femme sait finalement que si c'est un avion, par exemple, elle est copilote et l'homme, il est le pilote. Mais les deux
vont travailler de concert pour amener l'avion qui est le couple ou qui est le foyer à la bonne destination. Et ça, si la femme le comprend et que l'homme laisse vraiment le soin à la femme d'être la copilote, donc de donner les informations de vol pour que justement lui, il tienne les rênes pour... Bon, il y a les rênes d'ici. OK? Donc, c'est vraiment très important qu'on aille dans cette perspective-là. Et si chaque femme commence à se dire, attention, il ne faut pas que ma situation socio-professionnelle, il ne faut pas que les moyens dont je dispose finissent par devenir un piège pour moi et fasse de moi une femme qui écrase les hommes plutôt qu'une femme qui leur donne vraiment la place qui leur revient dans ma vie. À ce moment-là, je pense que ces femmes-là vont pouvoir casser cette peur, casser cette, cette fausse appréhension qu'on a d'elles par rapport au fait qu'elles soient des femmes réussies. Et puis des fois, parfois, mais vraiment je suis convaincu de ça, et c'est vraiment peut-être mon dernier propos, c'est qu'une femme qui est réussie, je pense qu'elle donne plus de chances à sa relation d'aller beaucoup plus loin. Parce que si cette femme, elle est consciente de ce qu'elle a comme potentiel, en laissant entrer un homme dans sa vie, elle permet justement à la relation d'aller beaucoup plus vite, du fait de son intuition, du fait des idées qu'elle a, du fait du bon conseil qu'elle peut être pour cet homme, et pas seulement un conseil, mais aussi des moyens qui peuvent suivre et permettre à la famille d'avoir l'harmonie qu'il lui faut. Merci beaucoup. Ce sera effectivement le dernier mot pour cette partie de l'émission. Merci beaucoup, comme d'habitude. Très instructif. Hein. Très instructif. On a beaucoup appris et je pense que notre public aussi. Merci Jean-François. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Restez avec nous. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici. Nous sommes dans notre labo pour votre rubrique préférée, Sans tabou. Tout de suite. Alors aujourd'hui, il y a une question, les filles, qui est un peu difficile, hein, j'avoue. Même moi, là, depuis tout à l'heure, je cogite. La question du jour, c'est: pouvez-vous sortir avec l'ex de votre ami? Alors, selon un sondage sur les réseaux sociaux, 73% ont répondu non et 27% oui. Alors, Je peux passer mon tour ou pas? je peux commencer. Vas-y, commence. Alors, théoriquement, non. Forcément. Théoriquement, l'ex de ma copine, c'est l'ex de ma copine. Surtout que je peux imaginer que s'ils se sont séparés, c'est que c'est forcément parce que ça n'allait pas. Et ma copine était là, effectivement, pour me dire, pour me donner tous les secrets et tous les détails. Donc, pour moi, je considérais que si c'était à ma place, ça aurait été... je considérais ça un petit peu comme une trahison. Après, cela n'empêche pas que ça peut arriver de tomber amoureuse après... Bien sûr, après leur rupture, d'une certaine manière, mais je pense qu'il faut d'abord laisser couler l'eau sous les ponts. Il faut attendre un petit peu, je pense même quelques temps, quelques mois, voire des années, et voir si effectivement le feeling passe. Et comme je dis, si c'est pas provoqué, parce qu'il y a des sorcières, comme on dit là, peut-être même c'est elles qui attendent elles attendent que ça se gâte pour aller vraiment passer derrière. Peut-être même que c'est elles qui ont créé le palabre, tu vois. Mais en réalité, si ça se fait naturellement, qu'au bout de 2-3 ans, ma copine a refait sa vie et qu'on se revoit dans d'autres circonstances, tu vois, et que, bon, finalement, on voit qu'il y a un feeling qui passe et que, finalement, on se dit pourquoi pas essayer, qu'est-ce qui empêcherait? Ça se trouve même peut-être que derrière ça, c'est peut-être le vrai amour. Ouais. Mais en théorie, la première chose que tu te dirais, même si le gars vient te draguer, c'est non parce que tu étais l'ex de ma copine. Exactement. Et quand tu laisses les choses venir d'elles-mêmes, pourquoi pas? Ou bien non, écoute. Oui, moi, je suis encore entre les deux. Parce que, d'une part, l'ex de ton ami, c'est un peu, j'ai envie de dire, ta conscience qui te dit que c'est pas correct de le faire. Et d'autre part, c'est peut-être l'homme de ta vie aussi. Et dans les deux sens du terme. Ça. C'est peut-être l'homme de ta vie, tu sais pas. Donc, est-ce que tu sacrifies ton bonheur à cause du quand dira-t-on ou parce que tu vas vexer quelqu'un? Ou est-ce que tu te dis, bon, de toute façon, on est déjà nés, hein on est déjà là. Voyons voir ce qui va se passer. Mais dans ce cas-là, ce que je préconiserais, c'est d'en parler à la personne concernée, à ton ami. Tout à fait. De lui dire, écoute, ton ex me fait des avances, je ne suis pas complètement indifférente, ça risque d'arriver. Et d'entendre ce qu'elle a à dire. Parce que peut-être qu'elle va te dire, mais vas-y, fais ta vie, en fait. C'est ça, oui, ça dépend. Et maintenant, si elle te dit, moi, ça me dérange que vous sortez ensemble, c'est toi qui vois. C'est ça. C'est toi qui vois ça, toi de prendre la décision et de l'assumer. Quelque chose qui va arriver. Si tu te mets avec lui, que ça se passe très bien, tant mieux pour vous. Si tu te mets avec lui, que ça se passe très mal, tant pis pour toi. Tu auras cherché. Voilà. Écoute, moi, je pense absolument comme vous. C'est-à-dire que dans le principe, je pense qu'il fait qu'effectivement...
respecter l'amitié, mettre ça quand même au premier plan. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément pour autant sacrifier son bonheur personnel, surtout si on a comment dire, ce sentiment, et parfois c'est de l'intuition, hein, que la personne est vraiment la bonne personne pour vous. À partir du moment où la relation est vraiment terminée entre les deux et qu'il n'y a aucune chance pour qu'ils se remettent ensemble. Je ne parle pas d'un mariage où tu vois, il y a des enfants, où je parle vraiment d'une relation où il n'y a pas eu d'engagement particulier. On sait que c'est vraiment mort et que du coup, on n'est pas responsable de la rupture, mais qu'après, des choses se sont développées vraiment après la relation et que ça perdure dans le temps. Moi, personnellement, je ne dirais pas qu'il faut sacrifier son bonheur. Je dis ça parce que c'est une expérience personnelle. En toute honnêteté, je n'ai pas forcément envie d'entrer dans les détails, mais moi, personnellement, j'ai déjà fait le choix, comment dire, et c'est un choix qui a fait que j'ai sacrifié une amitié. D'accord. Pas parce que c'est dans mes habitudes, vraiment pas. Oui. Je tiens à mes amis et je fais toujours au mieux, mais parce que c'était un peu un cas exceptionnel où j'ai estimé, comme tu l'as dit, et j'ai assumé mon choix. L'erreur à ne surtout pas commettre, par contre, c'est, comme tu dis, de le faire par peur, de blesser, de se dire, comme un peu tu as dit, tu sais, on va laisser couler l'eau sous les ponts, peut-être avec le temps. Et si on temps, il part. Parce que, en fait, c'est surtout que, par exemple, parfois, tu vas vouloir, justement, en voulant ménager l'autre personne, se dire, peut-être qu'il faut qu'il y ait plus de temps qui passe, parce que je sais qu'elle est encore un peu... Elle est encore en... Non, mais c'est pas ça que je parle. Je veux dire, genre, par exemple, tu fais les choses en cachette, par exemple, mais tu ne veux pas lui dire tout de suite. Et finalement, soit elle apprend de quelqu'un d'autre, soit même si quand elle l'apprend, du coup, elle ne te croit pas ou elle pense que tes intentions... Non, il faut le dire, il faut toujours le dire. Il faut le dire. De toutes les façons, il faut le dire. Quand je dis laisser couler l'eau sur les ponts, je veux dire que quand même, c'est pas le lendemain de leur rupture que tu vas... Non, voilà. Mais dans mon cas personnel, par exemple, ça faisait des années. Et pour autant, les choses n'étaient pas forcément résolues de son côté. Tu peux pas maîtriser les sentiments des autres. Tout dépend de comment l'autre va réagir, c'est sûr. Tu peux pas maîtriser les sentiments de l'autre. Peut-être que l'autre a vraiment pas complètement digéré la relation, la rupture, comment ça s'est terminé. Et puis chacun prend le temps qu'il prend pour passer à autre chose. Et donc, en fait, tu pourras jamais forcément être... comment dire, pouvoir contrôler, ben oui, passe à autre chose, le temps est passé, ça c'est personnel. Et donc c'est pour ça que tu as absolument raison quand tu dis, tu fais un choix, et il faut assumer cette responsabilité. Et il faut surtout le dire en tout cas. Il faut le dire. Avant que ça ne sorte dans des bruits de couloir. En fait, quand c'est comme ça, justement, après, c'est irréparable. C'est irréparable, justement. C'est clair. Maintenant, elle peut te dire, OK, c'est la plus grande erreur qu'on si puisse tu veux sortir avec lui, vas-y, mais dans ce cas-là, je préfère ne pas être proche de toi parce que ça me touche. C'est honnête, c'est honnête, et comme ça, tu es dans ta nouvelle relation en toute connaissance de cause. Voilà, tu vas pas chercher à la rencontrer ou aller dans les mêmes endroits, tu vas quand même essayer de la protéger un tout petit peu. Oui, et je pense que quand ça arrive, en tout cas dans mon cas personnel, même si on n'était plus amis et je savais qu'on n'allait plus l'être, j'ai tenté quand même pendant le maximum de temps d'être le plus discrète possible pour ménager, parce que on est à l'ère des réseaux sociaux. Il ne faut pas forcément afficher les choses, il faut comprendre que c'est une personne que tu as blessée, tu sais que tu l'as blessée, donc il faut faire un peu, même si on n'est plus vraiment dans le... On sait que le mal a été fait, mais il faut essayer de limiter un peu les... Il ne faut pas l'afficher en mode... Non, voilà, oui, et puis après, comme je dis, tout va dépendre de ce que en fait, l'ami a ressenti. Tout va dépendre de la manière dont la rupture s'est faite, en fait. Parce qu'il y a certaines amies... Je suis pas sûre que ça peut briser en 1000 morceaux. Oui, mais il peut après... même l'avoir brisé en 1000 morceaux, mais déjà, d'une part, ça ne veut pas dire qu'il va faire ça avec toi. Et deuxième, mais tu ne sais pas. Pas forcément. Tu ne sais pas, son comportement dépend aussi de la personne avec qui il est. En fait. Ah, écoutez, les filles, c'est compliqué. Toi, tu n'es pas d'accord. Non, moi, je me dis, moi, je suis d'accord avec elle. Si c'est mon ami, je vais quand même analyser. Je sais que la relation, il faut toujours ici, peser le pour et le contre. Attends, parler. Il y a quoi? Je dis ça, je dis rien. Il faut peser le pour et le contre. Si mon ami est venu m'expliquer des détails personnels qu'ils ont vécu, et je sais que c'est quand même lui qui a déconné, je vais quand même analyser avant de sortir avec cette personne. Il faut faire attention. Mais après, peut-être que mon ami ne m'a pas tout dit, mais je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup, tout en sachant que j'ai pris sa défense pendant longtemps et que je ne vais pas venir comme ça. Ah non, finalement... Mais je pense que dans aucun cas... tu as le droit de changer d'avis, Non, mais puis en fait, je pense que dans aucun cas, on se jette dans la gueule du loup. Ça. Je pense qu'on est tout... Enfin, surtout une femme, à un certain moment, avec l'expérience, tu es pas bête, ça peut parfois venir avec le temps, à force d'apprendre à connaître la personne autrement. Parce que si quelqu'un peut changer... non plus parce qu'il est venu te draguer qu'au bout d'une semaine, tu vas te mettre avec. Bien sûr. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Parfois, ça peut être sur la durée. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'eux, ils se soient séparés et que ça se soit pas bien passé, n'est pas forcément... un indicateur pour votre future relation. Et c'est pas aussi forcément...
Tu vois ce que je veux Je dire? dis pas le contraire. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas du jour au lendemain que ça doit se faire. clair. Non, Il je faut suis se d'accord. faire avec beaucoup de tact, d'analyse de temps, savoir si, comme tu l'as dit, on décide d'assumer de vivre une relation avec cette personne-là. Et si ça a Et vraiment du si sérieux vraiment aussi. ça vaut la peine C'est ça. de vivre ça. Parce en que, fait, c'est ça. comme on dit, il y a deux cas. Ça peut bien se passer. Ça peut et très bien puis mal se passer. finalement, C'est pour ça qu'il faut assumer. et puis à la C'est fin, pour ça bien que- mal se passer. Puis la camarade qui est derrière va faire un. C'est ça aussi, tu vois ce Oui, que je veux si elle est dire. encore dans ta vie, Mais elle va te dire, je t'avais dit, L'idéal serait que la personne qui le vit, je sais qu'on parle du côté surtout quand c'est nous qui le vivons avec l'homme, mais quand nous, c'est nous l'ami qui, par exemple, on vient te dire demain, ah oui, je sors avec cette personne-là, forcément que ça va te faire un ça petit va truc, te mais tout pincer, va oui. dépendre de comment... tout va dépendre de comment comment l'ami le prend, En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que quand on n'a pas vraiment vécu cette situation, on rencontre quelqu'un, difficile, ouais, ou après la relation, des sentiments se développent, et vraiment, on essaie peut-être même de s'en défaire et de passer à autre chose, mais en fait, on n'y arrive pas. Je pense qu'on ne peut pas vraiment juger l'autre, la personne à qui ça arrive, parce qu'en réalité, c'est tellement personnel. Et parfois, la personne avec qui ça a foiré, là, c'est ton mari qui est là. C'est ça. Non, mais c'est la vérité. C'est en vrai, fait. c'est vrai. Et je suis pas en train de dire que ça veut dire faisons un peu ce qu'on veut, Non, n'ayons mais pas de non, mais règles. c'est C'est pas clair. du tout ce que je dis. C'est pas du tout. Je préconise pas le fait d'être un peu sans vergogne comme ça. Ouais. Mais c'est au cas par cas. C'est en au fait. cas par cas. Exactement. C'est vraiment au cas par cas. Et je pense vraiment aussi que ce côté qu'on a trop tendance parfois avec des codes et des règles préétablies à vouloir faire des schémas pour tout. Pour tout C'est-à-dire le monde oui, aussi. l'ex d'une amie c'est toujours hors machin. Oui, non mais c'est vrai. Avec la fameuse expression, on est 7 milliards, tu peux te trouver un Trouver autre quelqu'un gars, d'autre. pourquoi forcément celui-là. Mais si c'est lui qui est sur mon chemin, et si c'est lui que Dieu a J'ai fait. pas dit qu'il faut pas de principe. C'est ça, il faut quand même un peu de principe. Après, comme on dit, il peut y avoir exceptionnellement des cas où ça peut aller, mais Non, c'est mais c'est pas combien quelque chose de c'est pas cas quelque comme chose qui ça arrive aussi arrivent tous les jours. en ben, fait. c'est Clairement, ça. ça n'arrive pas tous les Combien jours. de C'est pas cas tous les jours. Donc, si ça arrive, c'est vraiment à toi de mesurer l'impact que ça va avoir sur ta vie. Est-ce que tu as même envie de sacrifier ta relation amicale Avec pour ton une ami, relation? c'est Parce ça. qu'il y a des En fait, personnes, tu sais que tu vas- il y a des personnes qui vont te dire, ah, c'est trop dur pour moi parce que si je me mets avec toi, je vais perdre mon amie et j'ai construit beaucoup de choses avec elle, donc j'ai pas envie de la perdre. Donc toi, je préfère te sacrifier. Il y en a qui vont dire, ok, c'est une amie, rien de plus. Donc, si j'ai envie de vivre un bonheur, je ne vais pas me priver de vivre un bonheur pour elle. Ça, c'est vraiment par personne. Et il ne faut pas, comme Anan a dit, il ne faut pas mettre les gens dans des cases et dire que tu dois te comporter comme ça, fin. Ouais. Surtout que c'est de la bien-pensance, parce qu'en réalité, on est tous des êtres humains et en fait, tant qu'on n'est pas dans une situation là, C'est ça, on ne on sait peut pas, pas savoir, vraiment. ça a beaucoup Ouais. jugé. Et encore ça. une fois, je suis pas en train de légitimer toutes les mauvaises actions et les trahisons entre copines. C'est même pas les bassesses. C'est en fait, tu penses à quelque chose que tu vis et tu te dis peut-être que c'est ça qui est mon On bonheur. parle vraiment Et d'ex. Et pour voilà. moi, L'ex, hein, absolument, hein. l'ex a une date d'expiration, bro. Si on n'est C'est plus quoi- ensemble c'est quoi- depuis 5 ans, là, c'est tu quoi n'es la plus date mon ex. Non, mais Fais ce c'est que tu veux clair. avec elle. Si Non, ma c'est ce que copine je vient dis. me dire, ah, Ouais. ton gars de peut-être il y a 3 ans me drague, mais me fais ta Non, vie. on est Ça, c'est toi, ma d'accord. chérie. Mais Donc oui. ça, c'est elle. Mais Mais après, tu pourras jamais Moi, j'aurais contrôler été- moi, je les Moi, je sentiments de la serais- personne moi- vis-à-vis de moi, l'histoire. franchement, si c'est un truc d'après, ça fait 3-4 ans, tu viens me dire aujourd'hui, ah, ton ex, là, tu te rappelles de lui et tout, franchement, il me drague. Bon, Et je l'aime bien. Écoute, moi, même ça va me faire. Il a dit, ah, mon cher, à l'époque, là, il était comme ça, hein, mais c'est qu'elle suit. Voilà, parce Oui, que mais le problème, si tu passes à autre chose, tout dépend de la manière dont la personne, l'ami, le prend. Parce qu'il peut y avoir des amis, elles vont te faire croire qu'elles sont passées à autre chose. Et puis, vers la fin, elles ne sont pas passées à autre chose. C'est là que tu vas voir Ouais. si vraiment, oui ou non, Bon, les filles, il faut la conclure. personne est On a plus de bien temps. ou pas. Mais ce qu'elle a su, c'est très délicat. C'est délicat. C'est question. On aimerait vraiment avoir vos avis, chers internautes et chers téléspectateurs. Donnez-nous, en tout cas, vos commentaires on va dire, Sur la page Facebook. Sur la page Facebook et YouTube. Et puis, Anan, je te laisse conclure. Merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui tout au long de cette édition des Femmes d'ici. Comme l'a dit Aurélie, on veut vos commentaires, vos avis sur la question. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission. Bonne journée à vous.